Un matin glacé de décembre, sur une piste enneigée près de Moscou, un avion que personne n'aurait dû voir s'arracha du sol et fit basculer l'équilibre du monde. Les satellites américains captèrent son nombre immense quelques jours plus tard, et au Pentagone, des analystes crurent d'abord à une erreur. Pourtant, ce monstre existait vraiment, et il volait plus vite que tout ce que l'Occident avait imaginé. Le 18 décembre 1981, à l'aérodrome d'essai de Joukovski, un appareil gigantesque s'élança pour la première fois. Long de plus d'un demi-terrain de football, doté d'une envergure comparable, il portait en lui une promesse simple et terrifiante: aller plus vite, plus loin, et frapper plus fort que n'importe quel bombardier jamais construit. Officiellement, ce jour-là ne devait être qu'un simple roulage à haute vitesse, mais le pilote d'essai Boris Veremeyev sentit que la machine demandait autre chose. À la fin de la piste, il tira légèrement sur le manche, et le colosse quitta le béton pour entrer dans l'histoire. Lorsque les premières images satellites parvinrent aux États-Unis, la réaction fut immédiate. Depuis des années, Washington menait la course aux bombardiers stratégiques avec des budgets colossaux. Le programme du futur bombardier américain devait garantir une supériorité incontestable. Et soudain, au-dessus des nuages soviétiques, apparaissait une silhouette qui semblait défier cette certitude. Les analystes comparèrent les proportions, recalculèrent les performances, et un mot commença à circuler dans les couloirs fermés: inquiétude. L'ironie de l'histoire voulait que cette créature soit née d'une provocation américaine. À la fin des années 60, les États-Unis lancèrent un programme destiné à créer une nouvelle génération de bombardiers capables de pénétrer les défenses soviétiques en volant à très basse altitude et à vitesse supersonique. À Moscou, la réponse fut immédiate. Un concours fut annoncé entre les plus grands bureaux d'études du pays. 3 géants se jetèrent dans la bataille, chacun convaincu de tenir l'avenir entre ses mains. Le bureau Sukhoi proposa une vision futuriste inspirée de l'aile volante, presque irréelle pour l'époque. Le bureau Myasitchev imagina un appareil à géométrie variable capable d'adapter ses ailes selon la vitesse. Et enfin, le bureau Tupolev, arrivé plus tard dans la compétition, observa, analysa, puis entra dans la danse avec prudence. En 1972, une commission militaire examina les projets. Officiellement, la victoire revint au concept de Myasitchev. Mais la réalité industrielle racontait une autre histoire. Le projet gagnant manquait de base de production et d'expérience concrète dans les machines supersoniques lourdes. La décision qui suivit fut typiquement soviétique, à la fois brutale et pragmatique. Les développements furent transférés au bureau Tupolev, déjà fort de réalisations audacieuses, comme un avion de ligne supersonique et des bombardiers à long rayon d'action. En un instant, les vainqueurs devinrent les assistants, et ceux arrivés plus tard héritèrent de la mission la plus dangereuse: transformer un concept ambitieux en arme réelle. À la tête du projet fut nommé Valentin Blizniuk, ingénieur au tempérament audacieux. Plutôt que de suivre docilement les plans reçus, son équipe reprit presque tout depuis le début. Le principe de l'aile à géométrie variable fut conservé, mais le cœur de la machine fut entièrement repensé. Et c'est là que naquit l'élément qui allait définir la légende de cet avion. Une section centrale entièrement soudée en titane, longue comme un immeuble, destinée à supporter ailes, moteurs et fuselage. Ce choix relevait presque de la folie industrielle. Le titane était coûteux, difficile à travailler, exigeant des technologies avancées et une précision extrême. Mais il offrait un avantage unique: résister à des contraintes thermiques et mécaniques que l'aluminium ne pouvait supporter. En utilisant ce métal, les ingénieurs ne cherchaient pas seulement la performance. Ils construisaient une déclaration. L'Union soviétique était prête à payer n'importe quel prix pour dominer le ciel. Des centaines d'usines à travers tout le pays furent mobilisées. Des milliers d'ingénieurs, techniciens et ouvriers participèrent à la naissance du géant. Chaque pièce représentait un compromis entre puissance et survie en vol supersonique prolongé. Et plus le projet avançait, plus il devenait clair que cet avion dépasserait le cadre d'un simple bombardier. Il deviendrait un symbole, une arme capable de traverser un continent sans ravitaillement, de frapper à des milliers de kilomètres, puis de disparaître dans la stratosphère avant même que l'ennemi ne comprenne ce qui arrivait. Quand les premiers rapports occidentaux commencèrent à circuler, une accusation familière apparut. Certains affirmèrent que les Soviétiques avaient simplement copié les Américains. Après tout, l'histoire regorgeait d'exemples similaires. Mais en étudiant de plus près les données,
les experts réalisèrent que la ressemblance n'était qu'une illusion. Derrière une silhouette comparable se cachait une philosophie différente. Là où l'Occident cherchait l'équilibre, Moscou avait choisi l'excès maîtrisé. Ce nouvel avion n'était pas conçu pour être raisonnable, il était conçu pour être dominant. Plus rapide que ses rivaux, plus massif, plus coûteux et potentiellement plus destructeur que tout ce qui avait volé avant lui. Et au moment où ses roues quittèrent la piste pour la première fois, une vérité silencieuse s'imposa. Une nouvelle ère venait de commencer. Et personne ne savait encore jusqu'où ce monstre de titane irait. Très vite, ceux qui eurent la chance de s'approcher de la machine comprirent que sa véritable nature ne se révélait pas depuis l'extérieur, mais une fois la trappe franchie. On s'attendait à découvrir un intérieur digne d'un paquebot aérien, vaste et confortable, proportionnel à la taille du géant. La réalité était tout autre. L'espace était saturé d'électronique, de câbles, de panneaux couverts de commutateurs, au point que chaque centimètre semblait arraché au vide. L'équipage comptait 4 hommes seulement, et pourtant la cabine paraissait trop étroite pour eux. 2 pilotes assis côte à côte, épaules presque collées, un navigateur et un opérateur d'armement derrière eux, chacun entouré d'instruments. Les sièges n'étaient pas disposés pour le confort, mais pour la survie en mission. Devant, un pare-brise étonnamment réduit obligeait les pilotes à se redresser pour apercevoir l'horizon. Les ingénieurs avaient imaginé une solution étrange. Avant le décollage, le siège avançait et s'élevait, rapprochant le pilote du tableau de bord jusqu'à donner l'impression d'être coincé dans une armure métallique. Mais l'élément le plus déroutant se trouvait là où personne ne l'attendait. Au lieu d'un volant massif, symbole traditionnel des bombardiers lourds, le Tu-160 utilisait un petit manche semblable à celui d'un chasseur. Une décision qui surprit même les pilotes expérimentés. Lorsqu'on proposa plus tard de revenir à une commande classique, ils refusèrent catégoriquement. Le géant réagissait au moindre mouvement avec une précision presque irréelle. Un simple déplacement de quelques millimètres suffisait à modifier sa trajectoire. Cette sensibilité avait un prix. La main ne reposait sur aucun support. Pendant des heures, le pilote devait maintenir son bras suspendu, immobile, afin d'éviter toute correction involontaire. La fatigue devenait un adversaire silencieux, aussi dangereux qu'une erreur de navigation. Certains racontaient que la maîtrise de ce manche demandait des mois d'entraînement, non pas pour apprendre à piloter, mais pour apprendre à ne pas bouger. Une fois l'altitude atteinte, l'autopilote prenait le relais et le colosse se transformait. Là où l'on s'attendait à ressentir une lutte constante contre les éléments, on découvrait une stabilité presque surnaturelle. Même lors du passage au supersonique, il ne se produisait ni secousses violentes ni pression écrasante. La transition se faisait en douceur, comme si la vitesse n'avait aucune importance pour la machine. Les pilotes occidentaux qui entendirent ces récits crurent d'abord à des exagérations. Pourtant, les témoignages concordaient. À 2000 km à l'heure, le bombardier restait d'un calme troublant. Derrière cette sérénité apparente se cachait une mécanique dévorante. Les 4 moteurs NK-32, parmi les plus puissants jamais installés sur un avion militaire, avalaient le carburant avec une voracité presque absurde. En régime intensif, des dizaines de tonnes de kérosène disparaissaient chaque heure. Le plein complet dépassait largement la centaine de tonnes, et chaque mission devenait un calcul permanent entre portée, vitesse et survie stratégique. Mais la vitesse seule ne faisait pas la réputation de l'appareil. Sa véritable force résidait dans ce qu'il transportait à l'abri des regards. 2 vastes soutes internes abritaient des lanceurs rotatifs capables d'emporter une douzaine de missiles de croisière. Chacun d'eux possédait une portée suffisante pour frapper bien au-delà de la ligne d'horizon, sans que l'avion ne s'expose directement aux défenses ennemies. En théorie, une seule sortie pouvait transformer une carte en cimetière de points noirs. Ce potentiel donna naissance à un surnom murmuré dans les cercles militaires, l'effaceur de continents. Malgré cette puissance terrifiante, la vie à bord restait étrangement ordinaire, parfois même absurde. Il existait bien des installations sanitaires, mais y accéder relevait d'un acte de courage. Une trappe étroite s'ouvrait dans le plancher, laissant apparaître un passage inconfortable. À 10 000 mètres d'altitude, l'idée de se pencher au-dessus de ce vide suffisait à dissuader les plus téméraires. Beaucoup préféraient endurer des heures d'inconfort plutôt que d'affronter cette épreuve. Au sol, le spectacle n'était guère moins impressionnant. Chaque vol mobilisait une armée invisible. Ingénieurs, mécaniciens, spécialistes des systèmes électroniques, équipes d'armement, tous travaillaient dans une coordination quasi militaire. Préparer un seul appareil demandait des heures de vérification méticuleuse. Ce bombardier n'était pas seulement une machine,
mais un système entier, dépendant d'une infrastructure gigantesque. Et puis il y avait le coût. Chaque décollage engloutissait des ressources qui auraient pu faire vivre une petite ville. Tant que l'Union soviétique possédait sa puissance industrielle, cette dépense restait supportable. Mais déjà, certains officiers comprenaient que cette merveille technologique reposait sur un équilibre fragile. Une arme aussi exigeante ne pouvait survivre que dans un monde capable de la nourrir sans hésitation. Pourtant, au sommet de sa puissance, rien ne semblait pouvoir arrêter l'ascension du géant. Dans les bases aériennes, les équipages parlaient de lui avec un mélange de respect et d'émerveillement. Vu de loin, il ressemblait à un oiseau mythique aux ailes immenses. Et c'est ainsi qu'un nom commença à circuler, d'abord à voix basse, puis avec fierté. Un nom qui allait traverser les décennies et s'imprimer dans la mémoire collective. Le cygne blanc. Puis le monde changea plus vite que ses bombardiers n'avaient appris à voler. En quelques mois, une puissance qui semblait éternelle disparut des cartes, laissant derrière elle des bases silencieuses et des machines orphelines. Là où il existait hier une seule chaîne de commandement, il n'y avait plus que des frontières nouvelles, des serments contradictoires et une question suspendue dans l'air. À qui appartenaient désormais ces géants capables de frapper à des milliers de kilomètres? Sur plusieurs aérodromes, les équipages se réveillèrent un matin en découvrant qu'ils servaient un pays qui n'existait plus. Les drapeaux avaient changé, les uniformes restaient les mêmes, et les avions dormaient toujours sous les mêmes hangars. Mais leur avenir, lui, était devenu une énigme dangereuse. Dans certaines bases situées sur le territoire devenu ukrainien, les Tu-160 attendaient des ordres qui ne venaient plus. Les pilotes continuaient d'entretenir les machines, par réflexe, comme si le ciel pouvait encore offrir une réponse. C'est dans cette atmosphère incertaine qu'une histoire faillit bouleverser l'équilibre de toute la région. Au printemps 1992, sur une base aérienne marquée par les tensions politiques, une agitation inhabituelle attira l'attention de plusieurs officiers. Officiellement, il ne s'agissait que d'un entraînement de routine, une sortie vers une zone d'exercice, rien de plus. Pourtant, certains détails ne collaient pas. Les plans de vol semblaient trop longs, les préparatifs trop minutieux pour une simple mission locale. Un officier chargé de la planification observa les documents et sentit immédiatement que quelque chose clochait. Les routes prévues traversaient l'espace aérien russe et les réservoirs de carburant devaient être remplis bien au-delà des besoins habituels. Ce n'était pas un exercice, c'était une traversée sans retour. L'idée était simple, presque brutale. Faire décoller plusieurs bombardiers, franchir la frontière, puis se poser ailleurs, sous une autre autorité. Une migration silencieuse de machines stratégiques capables de modifier l'équilibre militaire en une seule journée. La décision qui suivit fut prise en quelques minutes, mais ses conséquences auraient pu résonner pendant des décennies. L'officier refusa d'apposer sa signature. Sans ce geste administratif, aucun vol ne pouvait légalement avoir lieu. Mais dans le chaos de cette époque, même les règlements perdaient leur poids. Certains tentèrent de contourner l'obstacle, convaincus que l'histoire leur donnerait raison. Les moteurs étaient prêts, les équipages déjà installés dans leurs sièges, et pourtant le décollage n'eut jamais lieu. Un appel d'urgence ramena le commandant officiel de la base, qui interrompit l'opération à la dernière seconde. Les appareils restèrent cloués au sol, et avec eux s'évanouit une manœuvre qui aurait pu redessiner les rapports de force de toute la région. Peu de gens apprirent ce qui s'était réellement passé, mais dans les cercles militaires, l'épisode devint une légende discrète, évoquée à voix basse comme un moment où l'histoire avait retenu son souffle. Pendant ce temps, ailleurs, les dirigeants tentaient de donner un sens à cet héritage encombrant. Les nouveaux États issus de l'ancien empire se retrouvèrent soudain responsables d'arsenaux gigantesques, conçus pour une guerre qui n'existait plus. Entre dettes économiques, pressions internationales et instabilité politique, chaque décision devenait un pari risqué. Conserver ces avions signifiait assumer leurs coûts démesurés. Les abandonner revenait à perdre une part de puissance stratégique impossible à recréer. Dans les bases, la réalité quotidienne devenait de plus en plus dure. Les salaires arrivaient avec des mois de retard, parfois plus. Le carburant manquait, les pièces de rechange se raréfiaient, et les équipages se retrouvaient à maintenir en vie des machines conçues pour un autre monde. Certains commandants inventèrent des solutions improvisées pour garder leurs pilotes entraînés. Des vols rares, organisés presque clandestinement, permettaient de préserver les compétences,
comme si l'on tentait de sauver une flamme fragile dans une tempête. Au milieu de ce chaos, les histoires humaines prirent une dimension tragique. Des officiers qui avaient consacré leur jeunesse à ces bombardiers voyaient leur univers s'effondrer sans comprendre pourquoi. Ils avaient appris à maîtriser des machines capables de franchir des continents, et soudain, ils devaient lutter pour nourrir leur famille. Le contraste était brutal. Hier, ils représentaient la pointe de la puissance aérienne. Aujourd'hui, ils devenaient les gardiens silencieux d'un héritage que personne ne savait comment porter. Pendant que les pilotes tentaient de s'adapter, les négociations se poursuivaient loin des pistes. Des réunions discrètes, des documents signés derrière des portes closes, des décisions prises par quelques hommes allaient bientôt déterminer le destin de ces avions. Leur avenir ne se jouerait plus dans le rugissement des réacteurs, mais dans le silence feutré des bureaux. Et ce qui allait suivre transformerait définitivement le destin du cygne blanc. Les décisions tombèrent sans cérémonie, loin du grondement des pistes et des regards des équipages. Dans des salles fermées, entre signatures rapides et poignées de main calculées, le destin de plusieurs bombardiers stratégiques fut réduit à une ligne dans des documents officiels. À la fin des années 90, une rencontre entre dirigeants scella l'un des accords les plus controversés de cette période. Une partie des appareils encore opérationnels changea de propriétaire, non pas contre des valises d'argent, mais en règlement de dettes énergétiques accumulées pendant des années. Pour beaucoup d'officiers, la nouvelle fut irréelle. Ces machines qui avaient exigé des milliers d'heures de travail, des ressources immenses et des carrières entières, étaient désormais évaluées comme des chiffres dans une transaction économique. Les discussions parlementaires furent quasi inexistantes et nombre de militaires apprirent ce transfert après coup. Le sentiment dominant n'était pas seulement la colère, mais une forme d'impuissance glaciale. L'histoire se décidait sans eux. Certains bombardiers prirent alors le chemin d'autres bases, où ils furent intégrés avec précaution, presque comme des reliques dangereuses. Mais ceux qui restaient allaient connaître un sort encore plus brutal. Sous la pression d'accords internationaux et avec le soutien financier d'acteurs étrangers, un programme méthodique fut lancé. Officiellement, il s'agissait de réduire les arsenaux stratégiques hérités de la guerre froide. Dans les faits, cela signifiait une chose simple: faire disparaître des avions qui représentaient autrefois l'apogée de la puissance aérienne. La procédure suivait un protocole froid, presque clinique. L'appareil était immobilisé, vidé de ses systèmes essentiels, puis livré aux équipes chargées de la découpe. Les ailes séparées du fuselage, la structure sectionnée en plusieurs segments, chaque étape exécutée avec une précision qui rappelait davantage un laboratoire qu'un aérodrome militaire. Des engins lourds tiraient les fragments à distance les uns des autres, comme pour s'assurer qu'aucune renaissance ne soit possible. Mais le moment le plus étrange arrivait après. Les restes de la machine demeuraient exposés ainsi pendant plusieurs jours, sous le ciel ouvert. Non pas pour des raisons techniques, mais pour satisfaire un rituel invisible. Des satellites d'observation passaient au-dessus, capturant les preuves que la destruction était irréversible. Ce regard venu de l'espace donnait à la scène une dimension presque irréelle. Des avions conçus pour traverser des continents finissaient jugés par des caméras orbitales. Pour les pilotes, assister à ces opérations relevait du supplice. Certains refusèrent catégoriquement d'y assister, d'autres vinrent par devoir, espérant trouver une forme de clôture et repartir brisés. L'un d'eux, commandant respecté, observa la première découpe en silence avant de quitter les lieux sans un mot. Plus tard, il confia à un collègue qu'il ne remettrait jamais les pieds sur cette base. Pour lui, quelque chose d'essentiel venait d'être arraché. Le plus dur restait peut-être l'absurdité de certaines scènes. Des appareils presque neufs, à peine sortis des chaînes d'assemblage quelques années plus tôt, se retrouvaient alignés pour la démolition. Certains n'avaient effectué que quelques vols, parfois moins d'une poignée. Le contraste frappait tous ceux qui approchaient ces carcasses encore brillantes. On aurait dit des machines arrêtées en plein élan, condamnées avant même d'avoir vécu. Dans une autre base, des militaires tentèrent de s'opposer symboliquement aux destructions. Des rassemblements improvisés, des discours amers, des regards tournés vers ces silhouettes blanches qui dominaient encore l'horizon. Mais les ordres étaient clairs et la mécanique administrative poursuivit son œuvre. Chaque semaine, une nouvelle disparition. Chaque mois, une mémoire effacée. Le dernier envol de l'un de ces bombardiers au-dessus du territoire ukrainien marqua un tournant silencieux. Ce vol n'avait rien d'une démonstration. Il ressemblait davantage à un adieu. Ceux qui se trouvaient sur la piste ce jour-là se souviennent d'un décollage ordinaire, sans cérémonie, sans musique, sans caméra. Pourtant, tous comprenaient qu'une page se tournait. Lorsque le rugissement des moteurs s'évanouit à l'horizon, beaucoup restèrent immobiles,
incapable de dire si ce qu'il ressentait relevait du soulagement ou du deuil. Après cela, le ciel devint étrangement vide. Les bases autrefois animées se transformèrent en lieux silencieux, hantés par l'écho des réacteurs qui ne reviendraient plus. Pour les équipages, la transition fut brutale. Certains quittèrent le service prématurément, incapables de se projeter dans un avenir où leur savoir n'avait plus d'utilité. D'autres restèrent, mais avec le sentiment d'assister à la fin d'un monde qu'ils avaient juré de défendre. Et pourtant, malgré cette vague de disparition, tout ne s'éteignit pas complètement. Quelques appareils avaient échappé à la découpe, préservés ailleurs comme des atouts trop précieux pour être sacrifiés. Leur existence allait continuer à peser sur les calculs stratégiques, même dans un univers où l'ombre de la guerre froide semblait s'éloigner. Car tant que ces oiseaux restaient capables de décoller, leur simple présence suffisait à rappeler que certaines armes ne cessent jamais vraiment d'influencer l'histoire. Ce qui resta des géants ne fut pas sauvé par la nostalgie, mais par le calcul froid. Dans les années qui suivirent, ceux qui avaient récupéré une partie des appareils comprirent vite une règle impitoyable. Un bombardier stratégique ne sert pas seulement à voler. Il sert à peser sur une table de négociation avant même que les moteurs ne chauffent. La machine devient un argument, une menace latente, un rappel permanent qu'une frontière n'est jamais aussi solide qu'on le prétend. Pendant que certains avions étaient intégrés ailleurs avec une prudence obsessionnelle, l'autre rive de l'histoire s'enfonçait dans une spirale plus trouble. L'Ukraine, héritière d'un arsenal gigantesque, découvrit que la puissance militaire pouvait se transformer en marchandise, et qu'une marchandise attire toujours des hommes prêts à la vendre au plus offrant. Les scandales d'exportation d'armes se succédèrent, chacun plus toxique que le précédent, et à chaque fois le même mécanisme apparaissait. Documents obscurs, intermédiaires invisibles, démentis officiels, puis une tempête diplomatique qui laissait le pays plus isolé qu'avant. L'un des épisodes les plus explosifs éclata au début des années 2000, lorsqu'une accusation surgit à propos d'un système de renseignement électronique ukrainien réputé capable de repérer des avions furtifs. Le simple soupçon d'une vente vers un État sous sanction suffit à déclencher une réaction immédiate de Washington. Aide financière gelée, portes fermées, froideur soudaine des chancelleries occidentales. À Kiev, on nia, on protesta, on parla de manipulation, mais l'image du pays fut durablement atteinte. Dans l'ombre, des figures clés se retrouvèrent au centre des regards, et certaines disparurent ensuite de manière brutale, dans des accidents de route qui laissèrent derrière eux davantage de questions que de réponses. Puis vint un autre choc, plus spectaculaire encore, parce qu'il fut visible au monde entier. Au large de l'Afrique, un navire ukrainien chargé d'armes fut capturé par des pirates somaliens. À bord, des chars et des systèmes de roquettes officiellement destinés à un pays africain précis. Très vite, des preuves publiées par les États-Unis firent voler en éclats la version officielle. Des images, des itinéraires, des incohérences, et l'impression d'un trafic qui contournait les interdictions avec un cynisme total. Le scandale devint une humiliation internationale, et l'idée d'une armée héritée d'un empire se transforma pour beaucoup en image d'un stock vendu à la découpe. Au milieu de ces tempêtes, la question du bombardier stratégique reprit une dimension presque tragique. Ce qui avait été pensé comme une force dissuasive se retrouvait étouffé par l'économie, par la politique et par des choix irréversibles. Dans le même temps, à Moscou, l'état-major regardait les appareils récupérés comme des pièces rares, impossibles à remplacer rapidement. Ces bombardiers étaient moins utilisés que d'autres machines plus nombreuses, non pas parce qu'ils avaient perdu leur valeur, mais parce que leur valeur était trop grande pour être gaspillée. Former un équipage compétent prenait des années. Maintenir chaque cellule demandait une industrie et une chaîne logistique disciplinée. Et surtout, chaque avion représentait un stock de puissance qu'on ne sort pas pour impressionner, mais pour rappeler qu'il existe un dernier cran, celui que personne ne veut voir franchi. Il y eut aussi des moments où l'existence même de cette capacité pesa sur des crises régionales et où des plans de mise en alerte furent évoqués comme un signal politique autant que militaire. Parfois, il ne s'agissait pas de tirer, mais de montrer que l'on pouvait tirer. Dans ce jeu-là, un bombardier stratégique agit comme une ombre projetée sur une carte.
et une ombre suffit souvent à calmer des ardeurs. Le plus cruel, pour les hommes qui avaient servi ces appareils du mauvais côté des décisions, fut de comprendre que la puissance ne se mesure pas seulement à la technologie, elle se mesure à la continuité. Sans financement stable, sans doctrine claire, sans volonté politique durable, même l'avion le plus redouté finit par devenir un fardeau. La plupart des pilotes qui avaient porté ce programme dans les années difficiles comprirent qu'ils n'avaient pas seulement perdu des machines, ils avaient perdu un futur. Beaucoup quittèrent le service jeunes, non par manque d'amour du ciel, mais parce qu'un ciel sans mission finit par ressembler à une prison. Et c'est là que se referme la trajectoire du monstre de Titane, non pas dans un musée, mais dans une logique implacable. D'un côté, quelques appareils préservés comme une réserve d'ultime pression, entretenus avec une obsession presque religieuse parce qu'ils sont trop rares pour être risqués. De l'autre, des cellules détruites, des carrières brisées, et un pays qui découvrit trop tard qu'abandonner une capacité stratégique ne se rattrape pas en signant un nouveau papier. La conclusion est simple et dérangeante. Le monde n'a pas craint cet avion uniquement pour sa vitesse ou sa charge. Il l'a craint parce qu'il prouvait qu'un État prêt à tout pouvait fabriquer une arme qui force les autres à réfléchir avant d'agir, et qu'une fois cette arme perdue, les mots ne remplacent jamais ce qui a été découpé. Si cette histoire t'a captivé, laisse un like, écris un commentaire pour me dire ce que toi tu aurais fait à la place des décideurs, et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires.